merci à vous toutes et à vous tous d'être venus nombreux, malgré cette météo, c'est vrai, un petit peu capricieuse. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours un moment particulier, et je dirais même essentiel, en ce début d'année, que celui des vœux. Un moment où l'on prend le temps de se retrouver, d'échanger, de partager ensemble dans un monde qui va souvent bien trop vite. Au moment où l'on peut regarder à la fois derrière nous, mesurer le chemin parcouru et regarder devant nous avec lucidité, mais aussi avec espoir. Après Mirval en 2023, Pignan en 2024, Frontignan en 2025, et je vois des élus derrière moi qui, à Frontignan, avaient difficilement supporté la durée de la cérémonie, qui sont pas rancuniers puisqu'ils sont derrière moi encore aujourd'hui. Et ça sera plus court aujourd'hui, je vous rassure, toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver cette année ici à Grabel, ville qui m'est chère, vous le savez, pour vous adresser mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Des vœux de santé, bien sûr, car rien n'est plus essentiel. Des vœux de sérénité, dans un contexte parfois anxiogène, j'y reviendrai un peu plus tard. Et surtout, des vœux de solidarité, car c'est elle qui nous permet collectivement de tenir bon dans les périodes délicates. Merci donc à Monsieur le maire, René Revol, à l'ensemble de son équipe et à l'ensemble du personnel des services techniques de nous permettre de tenir cette cérémonie et ce rendez-vous ici dans de telles conditions. Merci aussi aux personnes qui ont aidé hier, ce matin, à organiser cette cérémonie, voire même depuis plusieurs jours avec les collages d'affiches, les distributions de tracts, et celles et ceux qui nous permettent de la tenir avec sérénité. Grabel aura marqué mes deux campagnes législatives. Celle de 2022, où jusqu'au matin même du premier tour, on a recollé une affiche pas loin d'ici, on en parle souvent avec Jean-Pierre Bernier, puisque juste devant l'école, on a recollé le matin même une affiche officielle, puisque c'est autorisé, et on en reparle souvent. Et la campagne de 2024 aussi aura été fortement marquée à Grabel, puisqu'à quelques mètres d'ici aussi, on avait fait un porte-à-porte géant avec LCP, qui était venu suivre la campagne. Et je vois ici beaucoup de visages qui étaient lors de ce rendez-vous et de ce porte-à-porte. Donc faire les vœux ici, à Grabel, dans cette école, a de multiples symboles. Nous le savons, l'année qui s'ouvre s'inscrit dans un contexte d'instabilité inédit, à la fois au niveau international, national et local. Nous vivons une époque de bouleversements profonds, des bouleversements qui interrogent nos certitudes, qui bousculent nos modèles et qui entament même parfois notre confiance dans l'avenir. Mais soyons-en assurés, cette instabilité n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix politiques, de logiques économiques et d'un système qui montre chaque jour davantage ses limites. Sur le plan international d'abord, l'année s'ouvre dans un contexte de forte instabilité. Les conflits armés se multiplient, Livia en parlait, ou s'enlisent, aux portes de l'Europe comme ailleurs dans le monde. Ces conflits, souvent nourris par des intérêts économiques, par la course aux ressources, par le cynisme des grandes puissances, ont des conséquences directes ici, dans nos vies, à toutes et tous. Inflation, hausse des prix de l'énergie, insécurité alimentaire. Pendant que certains engrangent des profits records, des millions de personnes en France comme ailleurs dans le monde peinent à vivre dignement. L'agression du Venezuela et l'arrestation de Maduro par Trump sont absolument inadmissibles, parce que contraires à toutes les règles du droit international. On voit là l'intérêt qu'il y a pour le clan des maîtres autoproclamés du monde à piétiner le droit international. Netanyahou et Trump sont raccords sur les objectifs et sur la méthode. L'objectif, s'approprier les terres et les richesses. La méthode, la guerre totale, pouvant aller jusqu'au génocide. Soyons clairs, ces attaques sont illégales, elles sont illégitimes et elles doivent être condamnées avec force. Toute opération militaire qui viole le droit international est inacceptable, quelles qu'en soient les justifications avancées. Et voilà, maintenant, Trump menaçait le Groenland, l'Europe, le Mexique, le Panama, Cuba et qui d'autre encore. Cela n'est pas acceptable et ne doit pas servir de moyen de pression commerciale. Car si nous acceptons que la force prime sur le droit,
alors nous revenons à une logique de la loi du plus fort, où les États puissants imposent leur volonté aux autres, en dépit des conventions internationales censées garantir la paix et la coopération. Cela signifierait alors, ni plus ni moins, l'effondrement du système multilatéral que nous connaissons depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan national maintenant, la France continue de traverser, elle aussi, une période de forte turbulence. L'instabilité politique, les débats parfois très vifs, les incompréhensions nourrissent un sentiment d'inquiétude, parfois de lassitude, voire même de défiance chez beaucoup d'entre nous. Une colère sociale qui s'exprime parce que trop de Françaises et de Français ont le sentiment de ne plus être écoutés ni respectés. Cette instabilité politique n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un pouvoir sourd aux réalités populaires. Nous le voyons une nouvelle fois cette année avec l'examen du budget. Le gouvernement minoritaire à l'Assemblée fait tout pour faire adopter son budget austéritaire. Un budget qui multiplie les coupes budgétaires dans tous les domaines. Moins 35 milliards pour les services publics, plus 2 milliards de cadeaux aux ultra-riches. Quitte d'ailleurs à utiliser encore et encore de nouveaux passages en force, le fameux 49.3, alors que les mêmes s'étaient engagés, il y a quelques semaines, à ne plus en faire usage. La crise démocratique que nous traversons n'en finit pas. Tant que la méthode ne changera pas, tant que les macronistes resteront bloqués à 2017, alors le peuple se retrouvera méprisé par le pouvoir en place. Ce ne sont pas des petits arrangements avec les uns ou avec les autres qui redonneront espoir en la politique. Bien au contraire d'ailleurs. Il est temps de changer de méthode. Il est temps de passer à la 6e République pour enfin redonner la voix au peuple. Dans ce contexte, notre responsabilité en tant qu'élus de la République est immense. Elle consiste à tenir un cap, à être la voix de celles et ceux qu'on n'entend jamais, à dire la vérité sans dramatiser, à agir avec constance et surtout à rester au plus près du terrain, au plus près des réalités vécues par nos concitoyennes et nos concitoyens. Tenir le cap, ce pourquoi on a été élus, et expliquer nos choix, nos décisions et rendre compte de nos actions. Permettez-moi d'avoir une pensée ici toute particulière pour les plus vulnérables, pour les personnes sans domicile, qui affrontent le froid jour et nuit, dans des conditions inacceptables, et qui ont dû faire face encore plus durement que d'ordinaire aux conditions très difficiles en période de grand froid et d'intempéries à répétition. Pour les personnes âgées isolées, parfois invisibles, pour qui le moindre déplacement devient un risque. Pour les familles en difficulté, contraintes à devoir arbitrer entre se chauffer, se nourrir ou se déplacer. Ces situations nous obligent collectivement. Dans un pays comme la France, personne ne devrait avoir à choisir entre se chauffer et se nourrir. Personne ne devrait dormir dehors. Et pourtant, c'est le quotidien d'un nombre de plus en plus grand. Cette situation n'est pas acceptable. Aujourd'hui, plus de 350 000 personnes vivent dans la rue en France, dans la 7e puissance mondiale. C'est inacceptable. Il est urgent d'agir en apportant des réponses politiques fortes, encadrement des prix de l'énergie, rénovation thermique massive des logements, réquisition des logements vides, renforcement des services publics et du secteur associatif. Je tiens d'ailleurs à saluer et à remercier très chaleureusement celles et ceux qui agissent en faisant un travail remarquable et qui pallient chaque jour au manquement de l'État. Les associations et leurs bénévoles. Je vois ici le refuge de la Gardiole qui fait un travail remarquable à Frontignan et aux alentours. Les travailleurs et les travailleuses sociaux, les agents publics, les secouristes qui se mobilisent jour et nuit. Votre engagement n'est pas seulement technique ou logistique, il est profondément humain. Il incarne cette solidarité qui fait la force de notre République. Au-delà de l'urgence sociale, notre territoire est aussi confronté à des enjeux économiques majeurs. Et je veux ici m'arrêter plus longuement sur l'un d'entre eux, la crise agricole que nous traversons. Vous le savez, notre agriculture traverse une période extrêmement difficile. Les chiffres, les rapports, les statistiques ne suffisent pas à traduire la réalité vécue par les agricultrices et les agriculteurs et leurs familles. Derrière chaque structure agricole en difficulté, il y a des femmes et des hommes qui travaillent dur, souvent 7 jours sur 7,
souvent pour des revenus indignes. Il y a des vocations qui s'éteignent, des jeunes qui hésitent à s'installer, des domaines qui disparaissent. La crise agricole que nous vivons n'est pas une crise passagère, c'est une crise de modèle. Un modèle productiviste, ultralibéral, qui détruit les paysans, les sols, l'eau et la biodiversité. Dans ce contexte, les accords de libre-échange comme le Mercosur sont une aberration totale. Ils viennent rajouter un coup de massue à un secteur qui n'en a vraiment pas besoin. Le Mercosur, c'est la mise en concurrence de nos agriculteurs avec des productions issues de pays où les normes sociales et environnementales sont plus faibles qu'ici. C'est encourager la déforestation, l'usage massif de pesticides interdits chez nous et la destruction des agricultures paysannes. Nous y sommes opposés fermement. Mon engagement politique, mon premier tract distribué sur un marché, c'était déjà contre ces traités de libre-échange. Le TAFTA, à l'époque, le Mercosur, aujourd'hui. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Vous pouvez donc compter sur moi, je continuerai à me battre pour le rejet de ces accords. Et je continuerai à défendre une autre vision, celle de la souveraineté alimentaire, du revenu agricole garanti, d'une agriculture paysanne, écologique, ancrée dans nos bassins de vie. Une agriculture qui nourrit la population au lieu d'enrichir une poignée de multinationales. C'est pourquoi nous voulons mettre en place un protectionnisme solidaire. Le protectionnisme solidaire n'est ni un repli nationaliste, ni une fermeture au monde. Au contraire, c'est une rupture avec le libre-échange dérégulé qui met en concurrence les peuples, détruit l'agriculture paysanne et nivelle les normes sociales et environnementales vers le bas. Le protectionnisme solidaire impose une règle simple. Les produits importés en France doivent respecter les normes sociales, sanitaires et environnementales que celles exigées aux producteurs français. L'objectif est de nourrir correctement la population avec une alimentation saine, accessible et produite localement pour toutes et tous. Nous voulons ainsi renforcer les relations bilatérales et approfondir l'amitié entre les peuples. Partir des besoins réels, ce que nous ne produisons pas ici, ce dont nous avons besoin ici, ce dont les autres ont besoin là-bas, construire des échanges fondés sur la solidarité, la coopération et le respect mutuel, et non sur la prédation ou la mise en concurrence, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette logique permet de rompre avec le grand déménagement du monde, avec cette mondialisation absurde qui fait parcourir des milliers de kilomètres à des biens qui pourraient être produits ou échangés autrement. Elle défend des échanges utiles, choisis, au service des peuples et non des seuls intérêts financiers. Dans un contexte international incertain, où les chaînes d'approvisionnement peuvent être fragilisées du jour au lendemain, l'indépendance alimentaire n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Je continuerai donc à porter avec exigence et détermination. Je ne peux parler d'agriculture sans avoir une pensée pour les viticulteurs, les maraîchers, les arboriculteurs, les apiculteurs, les éleveurs de notre circonscription. Mais permettez-moi cette année d'avoir un mot tout particulier envers les conchyliculteurs. Ils traversent une nouvelle fois les conchyliculteurs du bassin d'Auto traversent une nouvelle fois une période très délicate depuis l'interdiction de commercialiser des huîtres et des moules du bassin d'Auto à la veille du jour de l'an. Interdiction encore prolongée d'ailleurs depuis les pluies du week-end dernier. 56 jours sans vendre un seul coquillage. La situation est tout simplement intenable pour elles et eux. Je leur transmets ici une nouvelle fois tout mon soutien et je leur assure de tout mon engagement pour accompagner la filière. Ils ne peuvent plus être les pollués-payeurs. Ils ne peuvent plus payer les manquements de certains décideurs politiques. Sur le plan local, 2026 sera une année électorale. Si le moment ne me permet pas d'appeler ce jour, pour les uns ou pour les autres, je vous invite néanmoins à vous inscrire sur les listes électorales de votre commune ou à vérifier votre inscription. Vous avez jusqu'au 4 février en ligne pour le faire et jusqu'au 6 en mairie de votre commune pour pouvoir ainsi voter les 15
et 22 mars prochain. Et puis, vous savez, ça peut servir à d'autres dates aussi, puisqu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres élections. Donc, c'est utile à faire. Oui, 2025 n'aura pas été l'année la plus positive. Oui, la période est difficile. Mais de nombreux signes d'espoir se présentent à nous. Quand je vois toutes ces femmes et ces hommes au quotidien, engagés dans leur mission, je me dis que nous pouvons, que nous devons arriver à bâtir ensemble un monde meilleur pour toutes et tous. Je veux ici prendre un peu de temps pour adresser des remerciements sincères et appuyés à celles et ceux qui, chaque jour, font vivre concrètement notre démocratie. Aux pompiers, aux policiers, aux gendarmes qui s'engagent, secourent et interviennent souvent dans des conditions difficiles au service de toutes et tous. Aux fonctionnaires, dans nos mairies, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos services publics, qui assurent la continuité de l'État et l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire. Aux élus locaux, qui tiennent nos communes à bout de bras et servent au quotidien l'intérêt général de nos bassins de vie. Aux bénévoles associatifs, dont l'engagement est un pilier essentiel de la solidarité, du lien social et de la citoyenneté. Vous êtes ce lien essentiel dans nos villages. Par votre dévouement, par vos sens du devoir et votre engagement quotidien, vous incarnez une République vivante, concrète, humaine. Une République qui ne se résume pas à des principes abstraits, mais qui se construit chaque jour par l'action, la solidarité et le service de l'intérêt général. Aux militantes et aux militants qui s'engagent sans relâche, par conviction, par passion parfois, bénévolement, pour faire vivre le débat démocratique et soutenir les luttes locales. Elles et ils le font parfois dans un climat difficile, entre mépris et caricature, mais toujours dans le sens, là aussi, de l'intérêt général. À une époque où l'engagement est parfois décrié, leurs actions sont essentielles. À toi, Livia, toujours présente, toujours au combat pour la jeunesse, pour les luttes écologiques, sociales, démocratiques. Un engagement permanent, un ancrage puissant qui permet d'être au plus près des habitants et des habitantes de notre circonscription et de leurs besoins. Un plaisir de mener cette lutte avec toi depuis 2022. Un grand merci ensuite à mon équipe parlementaire, Romain, Damien, Augustin, Antoine. C'était fini la rime, hein. Il y en avait 3, le 4e, il n'y a pas de rime. Désolé. Leur travail est souvent discret, mais il est souvent indispensable. Accueillir, écouter, accompagner, expliquer, relayer, suivre les dossiers, c'est un travail exigeant qui demande rigueur, disponibilité et sens de l'engagement quotidien. Ils sont le lien permanent entre les combats nationaux et les réalités locales. Sans eux, rien de tout ça serait possible. Je veux les remercier très sincèrement et je vous demande de les applaudir fortement. Enfin, je veux adresser un remerciement particulier à ma famille. L'engagement politique a un coût personnel. Il impose des absences, des contraintes, parfois des sacrifices. Et sans le soutien, la patience et la compréhension de mes proches, rien de tout ça ne serait aussi possible. Alors un grand merci à vous. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, nous le savons, l'année qui s'ouvre ne sera sans doute pas une année facile. Les défis, je le disais, sont nombreux, sociaux, économiques, démocratiques, environnementaux. Mais je reste profondément convaincu que nos communes ont des forces immenses. Leur tissu associatif, leurs élus locaux, leurs entrepreneurs, leurs agriculteurs, leurs enseignants, leurs soignants, leurs bénévoles sont autant de raisons d'espérer. Dans un monde instable, la proximité, l'écoute et la solidarité sont plus que jamais essentielles. C'est avec cet esprit que je continuerai à exercer mon mandat, à vos côtés, dans le dialogue, avec détermination, respect du mandat donné et humilité. 2026 doit être une année de résistance, mais aussi de construction. Résistance face aux injustices, construction d'une société plus juste, plus solidaire
et plus écologique. Avant de conclure, vous l'aurez vu cette année, le dessin de la carte de vœux est un dessin de Varrock, artiste sétois représentant la circonscription, et cette colombe évoquant la paix. Je remercie d'ailleurs Thierry Angle pour son aide à la réalisation et les contacts pour la réalisation de cette carte. Sujet qui, comme je l'évoquais, la paix, il y a quelques minutes, est plus que jamais d'actualité malheureusement. Je voudrais remercier grandement Varrock pour sa réalisation, qui lie la paix à l'environnement et au paysage de la circonscription. La paix, ce à quoi nous devons toutes et tous contribuer chaque jour pour bâtir un monde où il fait bon vivre, un monde harmonieux, un monde humaniste. Je terminerai donc, comme à l'accoutumée, avec quelques mots de Jean Ferrat, dans sa chanson « La paix sur terre ». Rien de mieux pour résumer tout ça. Il disait « La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de liberté. Soyons cette lumière qui guide le monde. Restons engagés, unis pour la paix, pour plus de justice sociale et environnementale. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie encore une fois pour votre présence nombreuse. Et je vous souhaite à toutes et tous une année de courage, de solidarité et d'espérance. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Vive la paix, vive la République et vive la France.